Docteur Marois, vous êtes enseignant à l'Université de Montréal. D'ailleurs, ça prend combien de temps pour former un physiatre? Actuellement, c'est minimum 10 ans. C'est minimum 10 ans. 10 ans à l'université. Donc, c'est 5 ans de médecine plus 5 ans de spécialisation. Mais moi, j'ai fait 1 an et demi de plus en surspécialisation, là, en travaillant aussi, en étudiant à l'étranger. Là. Okay. Et vous faites des recherches et parlez-nous justement de ces résultats de recherche-là. Oui. Alors, moi, comme je travaille beaucoup avec des enfants qui sont atteints de paralysie cérébrale ou d'autres types de conditions neurologiques, on a mis en place plusieurs nouveaux traitements. J'ai toujours essayé d'initier des nouvelles approches comme des chirurgies pour des enfants qui ont de la paralysie cérébrale. On a fait des recherches sur de nouveaux traitements pour des enfants qui ont une dystrophie musculaire. Donc, j'ai toujours essayé de trouver des meilleures approches pour aider les enfants que je suis. Et par hasard, en fait, tout le départ des recherches sur l'hyperbare, ça vient d'une mère qui s'appelle Claudine Lannoy, qui était la mère déjà de plusieurs enfants, mais qui a eu des jumeaux. Des jumeaux qui étaient prématurés, passablement prématurés, moins de 30 semaines de gestation. Et ces enfants ont eu des conséquences sévères, des complications. Et j'ai vu ces enfants la première fois alors qu'ils étaient âgés de 18 mois. Elle s'est présentée à mon bureau à Longueuil. Je me souviens encore du moment, même si ça fait longtemps. Et je vois ces deux enfants arriver. Un qui est à 18 mois ne tient pas assis, qui tient sa tête, mais c'est à peu près tout. Et l'autre qui a une atteinte un peu moins sévère, alors qu'il est capable de se déplacer un petit peu debout avec un support de 2-3 personnes, puis en faisant des pas, puis avec des orthèses, mais qui était très atteint aussi. Les deux, donc, avaient une paralysie cérébrale. Puis à l'âge de 18 mois, alors qu'ils étaient suivis à l'hôpital de Montréal pour enfants, il n'y a aucun diagnostic qui avait été posé sur ces enfants-là, ce qui est assez étonnant parce qu'ils étaient des prématurés. Puis une des causes de la paralysie cérébrale, c'est la prématurité. Puis on voyait chez eux des retards extrêmement importants. Donc, il n'avait pas été non plus référé en centre de réadaptation. Donc, j'ai dû expliquer à la maman que ces deux enfants avaient la paralysie cérébrale. C'était très difficile. Mais c'est une maman tellement polyvalente, passionnée, brillante, qu'elle a décidé, elle, de trouver toutes les approches qui pourraient aider son enfant, ses deux enfants. Donc, elle a fait beaucoup de physiothérapie à gauche, à droite, elle a été en Ontario, elle a été à gauche pour essayer de trouver une approche qui pourrait les aider davantage. Et quelques années plus tard, alors que je la suivais tous les 6 mois, elle m'est arrivée une bonne journée avec un article de journal qui venait d'un journal, à peu près l'équivalent du Journal de Montréal, mais en Angleterre, où on montrait deux enfants qui s'étaient améliorés de façon significative avec des traitements en chambre hyperbare. Parce que les chambres hyperbares là-bas étaient beaucoup utilisées dans d'autres conditions, comme la sclérose en plaques. Fait qu'il y avait une 60aine de chambres à travers la Grande-Bretagne où on traitait ces personnes-là. Puis il avait traité des enfants atteints de paralysie cérébrale, puis on parlait au miracle, etc. Mais moi, je ne connaissais pas l'hyperbare. En médecine, on ne l'enseigne pas. Fait que je ne connaissais absolument rien de ce traitement-là, mais quand elle m'a dit qu'elle voulait aller en Angleterre faire traiter ses deux enfants, ben, je n'ai pas pu nécessairement la supporter, mais je dis, écoute, va trouver d'autres informations. Et finalement, j'ai communiqué avec des médecins, 3 médecins, un qui était en Écosse, qui supervisait tous les traitements des personnes qui ont la sclérose en plaques, mais qui avait vu des enfants atteints de paralysie cérébrale également. Dr. Neubauer qui est en Floride, puis Dr. Paul Arch qui est en Louisiane, et qu'ils avaient traité quelques enfants atteints de paralysie cérébrale, et les 3 me parlaient de résultats qu'ils avaient vus, même s'ils n'avaient pas fait de recherche ou rien publié. Puis il y avait encore 0 publication dans le monde sur ce sujet-là. Donc, je lui ai dit, écoute, peut-être que ça vaut la peine que tu l'essaies. Puis elle avait déjà fait une fondation pour ramasser des sous pour aller en Angleterre. Donc, son idée était faite. Donc, je vais évaluer tes enfants avant et après. Elle est revenue 2 semaines plus tard avec ses enfants qui avaient été traités, puis elle est arrivée dans mon bureau avec Radio-Canada, caméra à l'épaule, pour m'enregistrer puis voir ma réaction. Alors, j'ai été très prudent, évidemment. Oui. J'examine ses enfants, puis un qui n'avait jamais tenu assis tenait maintenant, en l'espace de 2 semaines, ça s'était fait. Là, puis il s'était rendu à 4 ans, ces enfants-là. C'est pas quelque chose qu'on voit d'habitude. Puis l'autre qui avait de la difficulté à se déplacer debout, c'était beaucoup plus fluide, pouvait faire des pas même sans utiliser ses orthèses ou quoi que ce soit. Puis c'est quelque chose que je n'avais jamais vu. Et ça s'est produit en combien de temps? Elle était là? 2 semaines. 2 semaines. Elle est allée en Angleterre 2 semaines. Oui.
Elle a eu des traitements tous les jours pendant 2 semaines, puis déjà, on voyait des changements. Puis c'était pour moi difficile de l'attribuer à l'hyperbare d'un traitement que je connaissais même pas, mais ce que j'ai dit devant les médias, à la télé, c'est que, ben écoute, c'est surprenant, faudrait comprendre ce qui s'est passé. Il y a quelqu'un qui devrait faire de la recherche là-dessus, mais c'était la dernière de mes idées, moi-même faire la recherche, parce que j'avais déjà 3 enfants, j'avais un autre qui devait arriver 5-6 semaines plus tard, une petite fille qui s'en venait, puis j'en avais plein les bras, puis c'était pas mon bag trop de faire la recherche, parce que c'est un monde complexe où tu passes plus ton temps en demande de subvention ou quoi que ce soit, puis moi, c'est un clinicien, je suis là pour aider mes patients. Sauf que ce qui s'est passé, la télé, c'est d'un océan à l'autre le soir même, c'était à CBC. Tout le monde a vu cette entrevue-là. Puis il y avait en plus des vidéos des enfants avant et après qui avaient été enregistrés déjà par la télé et qui ont passé en boucle. Et on voyait vraiment le changement chez ces enfants-là. C'est pas unique pour elle non plus, pour la dame qui a suivi ça. Cette pathologie-là existe pour d'autres. Ça existe, mais il y a 4000 enfants au Québec qui ont de la paralysie cérébrale. Et puis moi, j'en ai suivi des milliers. Donc, c'est plusieurs des patients que je suivais qui ont vu ça puis qui voulaient tous aller en Angleterre. Donc, moi, je dis, on fera pas ça, vous ne faites pas faire ça. Là. Ils sont en train d'hypothéquer leur maison, vendre leur voiture pour aller avoir le traitement miracle, mais si on n'avait aucune recherche, aucune évidence scientifique vraiment qui supportait ça. Donc, j'ai rencontré le chef de neurologie à Sainte-Justine, celui qui s'occupait de la chambre hyperbare à l'Université McGill, parce qu'il y avait une chambre dans le centre sportif pour traiter les joueurs de hockey du Canadien puis des Alouettes. J'ai communiqué avec la clinique qui avait à Rimouski, qui était l'Institut maritime pour les incidents de plongée sous-marine. Et on a décidé de mettre en place une première recherche sur 25 enfants. Et c'est tellement la ruée vers l'or que il y a 1000 parents qui sont venus dans la première soirée pour leur expliquer qu'on était pour faire une recherche. C'était juste du bouche à oreille. Tout le monde voulait. Ouais, tout le monde voulait. Donc, on était capable de recruter facilement 25 enfants qu'on a traités rapidement. J'ai monté un protocole, formé des intervenants. On a été chercher les sous qu'il fallait. Et on a traité ces 25 enfants-là qui ont reçu seulement 20 traitements hyperbares. Certains l'ont eu en 2 semaines parce qu'il y avait 2 traitements par jour, d'autres en 4 semaines. Mais on a vu des changements chez la très grosse majorité de ces enfants-là, mais des changements assez spectaculaires. Des enfants qui, pour la première fois, parlaient de leur vie à l'âge de 7 ans, ou des enfants qui se sont mis à marcher pour la première fois. Et on a mesuré des effets. En fait, la mesure qu'on a eue, c'est de 4,5 % de progrès par rapport à ce qu'ils faisaient avant, mais en 2 semaines, ce qui aurait normalement pris des années et des années de thérapie pour obtenir. Et on est en quelle année? Ça, c'est en 1998. OK. Donc, ça fait déjà 26 ans. Et donc, on a publié cet article-là qui est paru dans la plus grosse revue de médecine hyperbare sur la planète. Mais avec ces résultats-là, moi, j'étais encore plus coincé parce que je ne pouvais pas dire aux parents de ne pas aller se faire traiter. Hein. Et on a été obligé de présenter les résultats aux parents, mais je les ai aussi présentés au gouvernement, au ministère de la Santé, pour avoir une subvention beaucoup plus importante pour faire vraiment une recherche systématique avec plusieurs groupes pour pouvoir comparer les effets. Et est-ce qu'on est allé vers des études plus poussées? Effectivement. On a fait une grosse étude qui a été publiée en 2001, qui est une recherche qu'on appelle randomisée, c'est-à-dire que les patients sont mis dans des groupes au hasard. Avec des gens qui ne savent pas s'ils le reçoivent. Personne ne savait quel traitement ils recevaient, puis on devait avoir 3 groupes. Un groupe traité dans des chambres à basse pression, et un groupe traité dans des chambres à très plus haute pression avec 100% d'oxygène, puis un groupe un groupe témoin ou un groupe contrôle d'enfants qui ne recevaient pas de traitement pour pouvoir comparer justement les effets. Et puis, le résultat de ça, est-ce que c'est concluant selon vous à ce moment-là? Bien, ça a été très difficile de faire cette recherche-là parce qu'on a eu d'énormes bâtons dans les roues. Le Fonds de recherche en santé du Québec, à l'époque, ne voulait pas du tout qu'on fasse la recherche. Mais le gouvernement nous a quand même donné 1,4 million de dollars pour la faire. Et le Fonds de recherche en santé du Québec a essayé de saboter la recherche tout le long. Une des premières choses qu'ils ont faites, c'est qu'ils ont enlevé un des 3 groupes, le groupe contrôle, et on s'est retrouvé donc avec 2 groupes.